Ce tableau est le troisième parmi de nombreux, mais le troisième qui était dans le cabinet de Freud. Il représente Charcot et la leçon d'hypnose. Et il est actuellement placé au-dessus du divan dans la reconstitution du cabinet à Londres, tandis que originellement, au-dessus du divan, à Vienne, il y avait le tableau des colosses de Ramsès à Abou Simbel. Là, il s'agit des deux faces de l'hypnose, si on peut dire, sa pratique et sa science. Alors, lors d'un échange de blagues, j'ai entendu celle-ci. Elle parlait de l'Assemblée générale des chiens, de tous les chiens du pays, qui faisait une grande un meeting, une assemblée et une délibération collective de tous les chiens se sont réunis, et pour éviter toutes sortes de problèmes dans le lieu de l'assemblée, donc que chacun laisse son anus à l'entrée. Et puis, durant la réunion, il y a eu un incendie. Donc, ils sont tous sortis en grand désordre et chacun récupérant ce qu'il pouvait à la porte. Et depuis, les chiens se reniflent l'anus pour retrouver leur identité. Alors, c'est une civilisation de l'anus acquis. Et le mot ressemble aux Anunnaki, qui sont de la très ancienne antiquité de Sumer. Tandis que là, c'est une légende indienne et des Amériques, et supposée. Et on peut se dire que donc les Amériques actuellement, ou dans un temps plus récent, auraient eu une mémoire des Anunnaki dans cette légende, et que réciproquement, ou en reflet, cette légende la légende des Anus acquis, aurait éclairé sur la constitution de la société Anunnaki, sur sa psychosociologie. Alors évidemment, c'est une interprétation fantasque, elle est insensée pratiquement. Mais nous sommes là à analyser une stase banale. Les Anunnaki ou la population des chiens dans cette compulsion de l'anus acquis, c'est une stase banale dont la société voudrait évoluer. Et on peut se servir comme ça des jeux de mots parce que la société est parlante. Et il y en a un autre beaucoup plus décent qui est celui de l'amante d'Angleterre, l'amante anglaise. Et on peut jouer sur le mot, il est fameux, donc c'est l'amante anglaise, c'est-à-dire une espèce d'argile. Et on a là comme ce jeu entre les Anusaki et les Anunnaki, juste une assonance. Mais dans l'exemple de l'amante anglaise, on trouve autre chose, c'est que l'âme, dans l'amante anglaise, l'âme entend glaise, et va faire un jeu de mots en disant l'amante anglaise. Donc on a un troisième niveau de lecture qui est explicitement écrit dans l'âme entend glaise. Alors, cette amante anglaise, eh bien, cette terre originaire, c'est ce qu'on appelle l'objet de la pulsion. On le marque de A. Ah oui, c'est la première chose que l'on dit. En tout cas, que l'être on, en masse, que dit comme objet pulsionnel. Et ce A, quand il n'y a que ça, puisque c'est un objet pulsionnel, l'objet de l'être on, le A nu
n'a pas de pouvoir, n'a pas d'identité, n'a qui. Et là, nous sommes à la troisième lecture, si on peut dire, des Anunnaki et des Anunnaki. L'Anu n'a qui, n'a pas de personnalité, n'a pas d'identité. Et parce que ce qui veut dire, quand le A est habillé, l'objet de la pulsion, il est habillé d'un mot, et il devient une chose nommable, il est identifié avec un mot qui lui va comme un gant ou un sphincter autour d'un objet. Alors, on dira bien sûr que ce type de recherche scientifique et de discours scientifique est typiquement insensé, typiquement incohérent, typiquement n'importe quoi, en se souvenant que, assez typiquement, la vie humaine, c'est n'importe quoi, c'est insensé, c'est incohérent, pour beaucoup, et l'inconscient est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui pourrait se jouer entre les élucubrations tirées par les cheveux et les intentions tirées par quelques je veux? C'est que ce qui se passe dans le langage ou dans tous ces jeux de pensée et de signification, nous avons probablement un code. Le langage, la phonétique humaine charrie un code qui n'est pas la langue des oiseaux, un langage général. Non, c'est un code qui va permettre de diffracter et de composer toutes sortes d'énoncés, de formules, de chaînes signifiantes. Et de cela, ce parcours nous amène évidemment à la raison de ce tableau sur l'hypnose, parce que dans la scène qui se jouait dans ce salon, de cette salle de la Pitié-Salpêtrière où Charcot faisait ses présentations de malades, et notamment de la plus aisément hypnotisable de ses patientes, elle s'appelait Blanche. Et nous avons là, lorsque donc le symptôme hystérique qui est l'hypnose, c'est c'est la question de l'objet pulsionnel nu, à nu, et donc qui s'évanouit puisqu'il n'a plus de soit on lui sert le kiki, mais là c'est le coup, et vous voyez la pastille blanche sur la figure de Charcot dans le dessin, enfin dans le dessin moderne. Hein. Nous avons, troisièmement, donc nous nous demandons, mais alors, que tirer de ce tableau? Est-ce que l'hypnose s'arrête là? Non, précisément, l'histoire nous indique qu'elle s'appelait Blanche. Et que, par conséquent, là, nous avons un A nu qui porte un nom, qui est autre chose qu'un mot. Et nous sommes entrés donc là à ce point, sur la filière de la filiation et de ce qu'on va appeler le nom du Père. Alors, à moins, oui, je voulais rajouter simplement, imaginons qu'au lieu de s'appeler Blanche, elle se serait appelée Dupé, comme du verbe duper, D-U-P-E-R. Et là, on aurait précisément certaines des clés de l'hystérie, hein, et de l'hypnose.